Donc vous savez que l'eau aujourd'hui, c'est un enjeu majeur pour les territoires, c'est un enjeu climatique, économique, écologique, c'est aussi un enjeu social et politique. L'eau, c'est une ressource vitale pour l'ensemble des territoires et le changement climatique est un élément marquant pour cette ressource en eau. L'eau ne connaît pas de frontières, elle doit être partagée entre l'amont-l'aval, la rive gauche, la rive droite, et avec le changement climatique, on a une accentuation de la contrainte sur cette ressource et il est absolument nécessaire de se coordonner et donc de mettre en place une coopération transfrontalière. Alors le Rhône est un exemple de cette nécessité puisque le Rhône est un fleuve transfrontalier. Il prend sa source en Suisse, traverse le lac Léman, puis ensuite rejoint la France pour s'écouler depuis l'aval de Genève jusqu'à la Méditerranée. Alors le 4 septembre 2005, la France et la Suisse ont signé à Genève un accord bilatéral relatif à la coopération sur les eaux transfrontalières du Rhône et également un accord relatif à la régularisation des eaux du Léman. Donc ce sont deux accords qui ont une genèse assez longue, puisqu'il y a plus de 10 ans, au moins 10 ans, entre le moment où on a commencé à y réfléchir, où ils ont été signés. Mais ils posent les bases d'une coopération commune sur la gestion des eaux du Rhône et sur la gestion du lac Léman. Donc pour CNR, qui est concessionnaire du Rhône et qui gère le fleuve en aval de la frontière suisse, c'est un enjeu très important. Je rappelle donc l'État nous a confié 3 missions à la CNR avec la concession du Rhône. Produire de l'énergie hydroélectrique, on fait 25% de la production hydroélectrique, assurer la navigation et irriguer les terres de la vallée du Rhône. On a quasiment une 4e mission qui nous a été confiée avec un schéma directeur avec un enjeu de restauration écologique du fleuve. Et puis le Rhône, ce n'est pas seulement les usages de la CNR, c'est aussi de nombreux usages. Plus de 2,5 millions de personnes ont l'eau potable qui vient de la nappe du Rhône ou du Rhône. Il y a d'autres industries, il y a l'enjeu de la production énergétique nucléaire, les enjeux industriels, les enjeux de loisirs, de tourisme. Voilà, donc cet accord qui ont été signés entre la France et la Suisse, ce sont un premier point, mais ce n'est pas l'ensemble des sujets de gestion transfrontalière. Et donc aujourd'hui, on a voulu inviter 4 participants pour échanger avec nous sur ces sujets. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Madame Olga Givernet, députée de l'Ain, ancienne ministre, présidente du groupe d'amitié franco-suisse à l'Assemblée nationale, d'accueillir Madame Anne-Cécile Violent, députée de Haute-Savoie, coprésidente du groupe Études eau et biodiversité et vice-présidente du groupe d'amitié franco-suisse à l'Assemblée nationale, Madame Josiane Lay, maire d'Évian-les-Bains, avec laquelle nous venons de signer une convention, présidente de la communauté de communes des Pays d'Évian, Vallée d'Abondance, conseillère départementale et vice-présidente du cluster Haut-Lémanique. Et enfin, Monsieur Jean Launay, que tout le monde connaît, président du comité national de l'eau. Voilà, donc pour commencer, peut-être on va faire un petit point sur votre vision des différents sujets. Donc Madame la députée, vous êtes sur la circonscription de l'Ain qui est transfrontalière, enfin qui a une partie commune de frontières avec la Suisse. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est votre vision de ces accords qui viennent d'être signés et comment finalement le groupe d'amitié que vous présidez franco-suisse a contribué ou peut aussi dans le futur y contribuer à cette gestion transfrontalière? Alors tout d'abord, on va se réjouir de ces accords. Merci pour votre invitation. Ça fait plaisir de pouvoir discuter de ces accords une fois qu'ils ont été signés. C'est vrai que ça faisait plusieurs mois qu'on appelait les deux États à organiser cette signature, ces deux accords sur le Léman et sur les eaux du Rhône. Ces deux accords, ils permettent de poser les bases d'une gouvernance commune, d'une coopération commune. Il n'a pas pris forcément de décision sur quoi que ce soit, mais en revanche, quand il y aura des décisions, notamment sur le débit, de l'eau, eh bien, on a un cadre qui peut se faire et ce ne sera plus des décisions complètement unilatérales qui risquent parfois de heurter de part et d'autre de la frontière. Donc ça, on peut s'en réjouir. Malheureusement, il a fallu attendre qu'un gouvernement soit sur le point de tomber pour qu'il y ait précipitation dans la signature. Mais bon, en tout cas, on a maintenant ces accords entre les mains. Ça ne voulait pas dire qu'il n'y avait pas de coopération avant, évidemment, puisqu'il y a déjà de l'utilisation
l'utilisation de l'eau potable qui vient des eaux du Léman. Il y a déjà de l'assainissement qui se fait de part et d'autre de la frontière. Et quand il y a des besoins en eau en aval, les instances se concertaient. Mais je crois que ça démontre l'importance aujourd'hui de la ressource en eau sur notre territoire pour tous les usages que vous avez pu évoquer en termes économiques. Il y a la centrale du budget, il y a nos barrages également, il y a la partie également écologique, hein, et les Français, nos concitoyens sont très attentifs à cela, de savoir en fait comment est-ce qu'on maintient cette ressource en eau, que ce soit en quantité, en débit, mais que ce soit également en conditions de température pour les systèmes écologiques. Et tous ces sujets-là, elles doivent être adressés pour que nous puissions, nous, élus locaux, apporter des réponses et montrer notre vigilance sur l'utilisation de cette ressource en eau. Elle est amenée à évoluer dans les années qui vont arriver, avec notamment le changement climatique. Et cette attention particulière, nous y sommes tous mobilisés. Nous en discutons entre nous, à l'Assemblée nationale aussi, pour pouvoir aborder l'ensemble des enjeux et surtout pouvoir les faire coopérer entre eux. Ce n'est pas plus l'économie d'un côté ou plus l'écologie de l'autre. Il faut trouver des solutions qui permettent de concilier l'ensemble de ces enjeux. Très bien, merci beaucoup. Monsieur Jean Launay, donc vous avez été maire, vous avez été député, vous êtes aujourd'hui président du Comité national de l'eau, donc vous avez une vision complète des multiples enjeux de la gestion de l'eau, de l'échelle territoriale à l'échelle nationale. Actuellement, il y a les conférences nationales sur l'eau qui sont en cours. Selon vous, quelle va être la place de la coopération transfrontalière dans cette conférence nationale de l'eau? Alors, merci d'abord à CNR de votre invitation à cette table ronde. Peut-être situer la conférence nationale de l'eau qui avance un peu chaotiquement compte tenu du contexte politique, avec des incertitudes sur son déroulé, sur son timing, sur la réunion des groupes d'experts, sur le comité de pilotage lui-même dont je fais partie. Donc on avance à petite vitesse. Mais ce processus-là, il vient, et je veux le rappeler, après 4 autres processus qui ont porté l'eau en haut de l'agenda politique. Et je réclame d'y avoir pris un peu ma part. Mais s'il y a eu en 2017 des assises de l'eau consacrées à ce qu'on appelle communément le petit cycle, les histoires de tuyaux qui intéressent les maires, la lutte contre les fuites, l'interconnexion des réseaux, le sous-investissement des collectivités locales, ça c'était en 2017. J'ai poussé ensuite pour qu'il y ait une deuxième phase aux assises de l'eau sur ce qu'on appelle communément, et tout le monde sera d'accord pour dire qu'il y a un seul cycle de l'eau, sur le grand cycle. L'état des milieux et déjà les soucis envisagés à l'époque, en 2019, sur les économies d'eau, donc la nécessaire sobriété, sur le partage de l'eau entre les usages, et vous l'avez évoqué dans la présentation de CNR, et sur les enjeux qualitatifs de l'eau. On ne peut pas dissocier les enjeux qualitatifs des enjeux quantitatifs. C'est important. Troisième phase qui a porté l'eau en haut de l'agenda politique, c'était le Varenne agricole de l'eau et du changement climatique. On m'a fait le reproche d'avoir participé à ce processus. Mais j'y voyais au prétexte de remettre en cause les conclusions des assises de l'eau. Pas du tout. Mais on est bien obligé de prendre en compte que l'agriculture, c'est quand même l'usage majeur quantitativement de l'eau, avec un impact important sur la qualité aussi. Donc on a décliné, et j'étais responsable de la thématique 3 sur les retenues de substitution, c'est-à-dire comment on peut garder l'eau quand il y en a beaucoup pour l'utiliser, pour l'usage agricole principalement, quand il y en a besoin. Et puis, quatrième processus, c'était le chantier eau de la planification écologique avec les annonces du plan eau qui ont été faites par le président de la République lui-même le 30 mars 2023. Donc la conférence nationale sur l'eau, pour moi, elle a le mérite de venir en continuité de tous ces processus, de maintenir l'eau en haut de l'agenda politique et de continuer de se poser les bonnes questions. Alors sur l'enjeu transfrontalier, ça nous ramène aussi aux fondamentaux de la loi de 64, la loi fondatrice sur l'eau de 64, la solidarité amont-aval. Et moi j'ajoute qu'il doit y avoir aussi la solidarité aval-amont. On ne peut pas délier les intérêts des populations de l'aval et de l'amont. L'aval demande de l'eau en quantité et demande de l'eau en qualité. Et souvent, c'est fourni par l'amont, glaciers, fonte des neiges, lacs de retenue, etc. Et bien sûr,
souvent, ces zones-là sont des zones moins denses en population, moins riches. Et donc, à un moment ou à un autre, se pose la question du financement de la politique de l'eau et de l'équilibre entre les redevances. Donc, l'aspect qui concerne le Rhône et la coopération transfrontalière est particulièrement important, plus délicat à mener a priori puisque ça concerne plusieurs pays, mais j'ai bien compris qu'avec les conventions signées, on allait plus facilement traiter globalement le problème. C'est important parce que c'est finalement avec le Rhin, le Rhône sont les deux fleuves transfrontaliers qui nécessitent des coopérations poussées. Et je vérifierai à l'issue de vos travaux que sur le Rhin, ce même type de convention existe avec les pays riverains du Rhin. Il y a en cours la signature d'une convention qui ne nous concerne pas, nous, CNR, sur le Rhône, mais qui concerne le Doubs entre la France et la Suisse, a priori aussi, qui est dans les tuyaux, si je peux dire. Voilà, donc merci, monsieur Jean Launay. Donc, madame Anne-Cécile Velan, madame la députée, donc vous êtes engagée sur les enjeux de l'eau. On avait l'occasion l'année dernière déjà d'échanger ensemble sur une table ronde que nous avions préparée ici. Aujourd'hui, la question spécifique de la gestion transfrontalière de l'eau, est-ce que vous pouvez nous partager les défis et les enjeux à relever collectivement pour garantir cette gestion durable de leurs ressources en eau? Merci beaucoup, merci pour votre invitation. C'est un vrai plaisir d'être là et d'être là avec les collègues et monsieur le président du Comité national de l'eau. Et un petit coup de cœur quand même pour le cluster eau, les Manichévians. C'est un vrai bonheur d'être là avec vous aujourd'hui. Alors effectivement, un petit mot, c'est vraiment important et je suis très contente de cette table ronde de pouvoir parler de l'eau aujourd'hui comme un sujet politique majeur. Ça a quand même été longtemps un sujet de spécialistes quand on prend ne serait-ce que les acronymes de l'eau, les PTGE, les SAGE, les SDAGE, les clés, et j'en passe évidemment les meilleurs, c'est un sujet éminemment politique, c'est un enjeu de souveraineté, c'est un enjeu de sécurité et de solidarité entre les territoires, vous l'avez dit. Je crois que c'est un des premiers sujets justement de souveraineté pour notre 21e siècle. Et le Rhône, alors vous avez parlé du Rhin aussi, mais nous sommes justement à en tirer toutes les conséquences concrètes et politiques. L'eau va redéfinir notre monde et nos responsabilités. On entre effectivement dans un monde où l'eau n'est plus garantie. C'est un basculement historique. Et nos modèles climatiques aujourd'hui, évidemment, vous le voyez bien, nous alertent, et c'est des faits très concrets, avec des épisodes climatiques majeurs, des sécheresses inédites, des tensions entre les usages, et aussi, évidemment, la question de la qualité et des pollutions diverses. Et là, on aurait beaucoup à dire. Donc c'est pour ça que cette coopération transfrontalière, c'est pas un luxe, c'est véritablement un impératif politique et on se réjouit effectivement de cette signature. Donc ce Rhône, c'est le fleuve qui nous oblige, la France et la Suisse, à se parler autrement. C'est un fleuve qui nous met chacun d'entre nous devant nos responsabilités. C'est vraiment cette idée de dire que l'eau, c'est notre bien commun et il va falloir vraiment qu'on le défende ensemble et qu'on le protège. Alors ces accords, c'est un tournant politique. Ces accords, c'est pas un signe, c'est pas un acte technique, c'est véritablement un acte de lucidité, de courage politique. Pour la première fois, on assume véritablement une vérité simple. Nos souverainetés hydriques sont désormais interdépendantes. Donc, je ne vais pas revenir parce que tu l'as très très bien dit, mais 3 principes majeurs, la gouvernance commune, une gestion de crise partagée et une responsabilité écologique conjointe. Alors bien sûr que ce n'est jamais parfait, hein, il y aura toujours des choses à être beaucoup plus complètes, mais pour autant, vraiment, j'affirme et je confirme la volonté politique claire, avec évidemment la CNR qui est un acteur stratégique au cœur du dispositif. Et vous l'avez très bien rappelé, donc je vais aller directement à ces défis qui nous appellent à de la lucidité et encore une fois à du courage politique. Le premier défi, je crois que c'est la planification. C'est vraiment de pouvoir planifier autrement. On doit sortir de cette gestion de crise permanente et entrer dans une planification hydrique sur du long terme. La sécurité hydrique, c'est véritablement une question, encore une fois, de sécurité nationale. C'est assumer évidemment la solidarité amont-aval, et je rajoute aval-amont, merci monsieur Delaunay. Le fleuve, c'est pas un rapport de force, c'est un lien, et encore une fois, c'est un lien qui nous oblige. Et puis, un troisième défi, c'est aussi faire de la biodiversité un critère de décision.
C'est pas un supplément d'âme, c'est une vraie assurance vie collective pour nous. Enfin, sobriété hydrique, évidemment, mais organisée, équitable et assumée. L'eau, on le sait, enfin j'espère que tout le monde le sait, on a un peu de mal, nous, des fois, dans le Chablais, à se dire que l'eau n'est pas une variable infinie parce qu'on en a partout sur le territoire, sous toutes ses formes. Et on peut imaginer que, voyant le Léman devant nous, on l'aura toujours. Pas forcément. Donc, on doit apprendre à faire, évidemment, mieux avec moins et à le faire ensemble, et notamment dans les coopérations transfrontalières. Je crois véritablement que l'eau, ça va être le test politique de notre siècle. Et ce que nous faisons sur le Rhône aujourd'hui dira beaucoup de ce dont nous sommes capables de faire demain sur d'autres ressources stratégiques, parce que cette eau révèle notre capacité à anticiper, j'insiste vraiment sur cette question d'anticipation, à coopérer, à transformer, à protéger. Donc voilà, c'est le révélateur de notre capacité politique à faire ensemble, à affronter le XXIe siècle. Et c'est la condition de tout. C'est pour ça qu'on doit la défendre avec détermination, avec conviction et avec responsabilité. Je vous remercie. Merci en tout cas voilà, pour toute cette détermination. Madame le maire, donc vous, comme on l'a dit, tous les jours, vous voyez nos voisins suisses en face de chez vous, là, quand vous regardez le lac. Qu'est-ce que vous avez mis en place et qu'est-ce qui existe déjà à travers le cluster Olémanique sur la coopération avec nos amis suisses et qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Voilà, alors ce que je disais tout à l'heure, ce cluster qui est une association qui est née en 2017 suite à un constat au niveau de la communauté de communes Pays d'Évian Vallée d'Abondance, d'avoir de l'eau effectivement partout sur notre territoire et de se dire cette eau, il faut la protéger. Et donc nous avons monté cette association franco-suisse, donc avec les 3 cantons, hein, c'est pas forcément que le canton de Lausanne qui est en face de nous, le canton de Vaud, c'est vraiment avec l'ensemble des 3 cantons et avec 3 collèges. On a un collège de formation, d'institut de formation, un collège d'entreprise et un collège de collectivité. Et ces 3 collèges travaillent ensemble sur plein de projets et c'est vraiment ce qui est vraiment intéressant. Je pense qu'on a été visionnaire en 2017 quand on a monté ce cluster eau, puisque depuis, nous avons malheureusement subi 2 années de sécheresse hein, avec un arrêté préfectoral, chose, comme disait Madame la députée, qu'on n'imaginait pas vivre sur notre territoire. Et avec toutes les conséquences qu'il peut y avoir, et notamment une grosse inquiétude sur Évian, où nous avons des arbres centenaires et qui ont souffert de ce stress hydrique. Et donc, on a une grosse inquiétude sur la biodiversité. Donc, je rejoins aussi le lien avec la biodiversité. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Je crois que la première chose à dire dans ce cluster, c'est vraiment cette gouvernance collégiale. On a tous conscience que l'eau, c'est une ressource commune, qu'elle est fragile et qu'elle n'a pas de frontières. Et qu'il faut qu'on travaille main dans la main pour arriver à trouver des solutions. Et puis, donc, le fait de ce cluster, c'est un partage de connaissances. C'est extrêmement riche de pouvoir partager ce qu'on fait sur Évian, ce qui est fait sur Lausanne, ce qui est fait sur les écoles. Et ça permet aussi de grandir, chacun de notre côté, et d'aller toujours plus haut. Alors, qu'est-ce qu'on a pu faire? On a travaillé en collaboration sur une pépinière de saules, par exemple. Ça, c'était, je crois que vous en avez une grande au niveau de la CNR. C'était quelque chose d'important. On voit qu'on peut avoir aussi des détections de façon précoce de nouveaux polluants avec des entreprises françaises sur du territoire suisse. C'est vraiment ce partenariat qui existe. Quelque chose qui nous tient à cœur, c'est un portail des formations des métiers de l'eau. On a de plus en plus de mal à recruter des techniciens au niveau de nos communautés de communes. Et c'est la même chose aussi du côté suisse. Donc, d'avoir un portail de toutes ces formations sur l'eau. On a travaillé, alors c'est la commune de Madame la députée qui a travaillé sur un dispositif dans les écoles pour suivre la consommation d'eau et travailler avec les enfants sur tout ce qui est sensibilisation. Et je crois que c'est quelque chose qui est primordial. Et puis peut-être un gros travail qui a été aussi engendré sur toutes les plantes invasives qu'on peut avoir autour de nos berges. Et puis peut-être le plus important, c'est la sensibilisation des jeunes. Je crois que nos enfants, nos jeunes, c'est les adultes de demain et il faut les sensibiliser maintenant. Et on a un gros travail avec le cluster justement pour les informer, les former. Et ça, c'est quelque chose de passionnant. Et l'idée, c'est qu'ils deviennent les ambassadeurs
de l'eau, de notre eau, qui deviennent les ambassadeurs et qui portent les très très bons messages. Je crois que c'est important. On a eu vendredi une magnifique conférence à Évian sur les glaciers. L'après-midi, la salle était comble avec 450 jeunes qui étaient là, qui ont été sensibilisés. Et quand je vois ça, je me dis que c'est super, on a gagné. Et je vous remercie d'être rentré dans le cluster. Voilà, je veux dire, je vous remercie. Voilà. Oui, donc, écoutez, quand je vous entends, je me félicite qu'on ait signé avec vous cet accord et puis qu'on contribue à porter la parole auprès des jeunes. Voilà, donc on arrive au terme un petit peu de cette table ronde. Donc, ce que je vous propose peut-être, mais de faire rapidement chacun un petit mot sur qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aller encore plus loin et pour améliorer ces accords qui sont vraiment une première base, simplement pour la coopération entre la France et la Suisse. Madame ? Eh bien, écoutez, de pouvoir continuer de discuter ensemble de part et d'autre de la frontière, parce qu'on le sait, vous le savez au quotidien, il y a d'abord des réglementations qui sont différentes entre les deux pays, et donc il faut s'entendre, il faut comprendre quelles sont les attentes des uns et des autres. Et souvent, quand c'est centralisé au niveau parisien, eh bien, on n'a peut-être pas cette visibilité, et donc de pouvoir s'appuyer sur les élus locaux qui ont cette expérience, qui ont des initiatives qui fonctionnent, c'est toujours très intéressant. Hein. On a pu le voir sur d'autres sujets transfrontaliers. Quand Bercy nous écoute, eh ben, on arrive à faire des choses très très bien. Donc de faire confiance au local pour s'approprier les réglementations et faire au mieux pour notre population, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement l'eau est un sujet politique, mais il ne doit pas être un sujet idéologique. Moi je crois à la science, il faut s'appuyer sur des analyses, il faut débloquer des moyens pour pouvoir faire les études nécessaires et être tout à fait éclairé des enjeux chiffrés et de perspectives sur la gestion en eau et les besoins qui viendront plus tard. Et toute cette ambiance, si nous sommes positifs et nous adhérons à cette méthode de concertation, eh bien, je crois que nous arriverons à faire face. Les années à venir devront aussi apporter des réponses pour les jeunes. Nous savons quel impact ça peut avoir lorsqu'il y a des initiatives, lorsque nous sommes jeunes. Et je crois que pour nos enfants, il faudra pouvoir leur dire que nous avons mis en place les conditions nécessaires pour qu'eux puissent prendre le relais derrière et poursuivre les actions. Alors, je voulais rebondir sur l'idée de coopération, bien entendu. Coopérer, c'est se connaître et c'est aussi trouver des chambres d'écho au message qu'on veut passer. Donc, je me réjouis d'avoir permis à la Compagnie nationale du Rhône d'intégrer le Comité national de l'eau très prochainement, à prochaine réunion, le 18 décembre prochain. Le décret qui élargit le Comité national de l'eau a été pris le 8 septembre, c'est-à-dire juste la veille du suicide du gouvernement Bayrou. Et aujourd'hui, les négociations ont été menées pour désigner les représentants physiques des institutions. Donc, je sais que c'est vous qui allez siéger au Comité national de l'eau. Non seulement vous, mais aussi je l'ai élargi, ce Comité national de l'eau, à la jeunesse. C'était l'application de la mesure 37 du plan eau que j'évoquais tout à l'heure. Et donc, des représentants de la jeunesse vont intégrer, à raison de 3 personnes, le Comité national de l'eau dès la séance du 18 décembre prochain, en principe à l'hôtel de Roquelaure, en présence de la ministre. Cette connaissance à partager, elle est importante. Et moi, je voudrais revenir sur une de mes idées fixes, mais il faut souvent utiliser la pédagogie de la répétition. La connaissance, elle doit être exhaustive et partagée. Et en matière d'eau, la connaissance des prélèvements et de l'utilisation de l'eau, des conditions de l'utilisation de l'eau, c'est quelque chose qui n'est pas encore complètement assumé. Le jour où il y aura la transparence totale sur quelle eau j'utilise, où je la prends, dans quelles conditions j'utilise, où je la rends pour les énergéticiens nucléaires, par exemple, qui la rendent, bien sûr, l'eau au milieu, mais ils la rendent un peu plus chaude qu'elle ne l'était. Tout ça doit être objectivé, connu, mesuré, et évidemment pour l'agriculture également. En particulier pour l'agriculture, dont j'ai dit tout à l'heure que c'était l'usage quantitatif majoritaire. Tant qu'on n'aura pas cette connaissance exhaustive des prélèvements, je pense qu'on
on aura encore des difficultés à faire prendre cette conscience du nécessaire partage d'une ressource comptée. Et dans le massif des Alpes qui est le vôtre, évidemment, vous avez évoqué vous-même la fonte des glaciers, la diminution du manteau neigeux, tout ça crée des conditions. Et j'étais dans les Pyrénées, massif des Pyrénées jeudi dernier, c'est encore pire. Les choses vont encore plus vite. Donc la rareté de l'accès à l'eau pèsera demain sur les conditions de son utilisation. C'est important d'en prendre ensemble connaissance. Et enfin, mais vous l'avez dit dans votre introduction, moi j'ai une phrase clé, je revendique la paternité aussi, c'est l'eau est le marqueur du dérèglement climatique. Par ses excès aussi, pas seulement par ses manques. Parce que et on l'a vu à l'étranger, on l'a vu dans des massifs montagneux à l'étranger récemment, il y a 15 jours, quand les masses d'eau fondent et se mettent sous la couche glaciaire et sous la couche dénébée et qu'elles explosent, eh ben c'est des catastrophes en amont. Donc il faut aussi, dans nos massifs, avoir en tête ce risque potentiel. C'est particulièrement vrai, ça peut être vrai dans les Alpes, ça peut être vrai dans tous les massifs montagneux, et c'est aussi un aspect de veille, de prévention des risques qu'on doit garder à l'esprit. Je vais poursuivre justement sur ce que vous disiez, Monsieur le Président Launay. Je crois qu'il faut qu'on soit vraiment ambitieux justement sur la manière dont on veut traiter ce sujet et sur cette question des données véritablement scientifiques, factuelles, des prélèvements. On est en train de travailler, alors c'est assez inédit, un groupe de sénateurs, un groupe de députés sur une proposition de loi transpartisane et bicamériste du coup, justement avec notamment un des points, c'est celui-ci, c'est de pouvoir vraiment objectiver et puis s'appuyer, Olga, tu l'as dit, sur la science. C'est vraiment fondamental aujourd'hui d'avoir des données qui sont absolument fiables. Donc ça, cette proposition de loi, elle est issue entre autres des rapports qui viennent de l'Assemblée et évidemment du Sénat, et notamment le rapport sur l'adaptation de la politique de l'eau aux défis climatiques. Donc il y a une vraie ambition de vouloir justement transformer cet objet politique, non pas en idéologie, puisque transpartisan, et c'est toute la richesse de cette démarche. Et si on est sur cette coopération transfrontalière, je crois que c'est aussi comment on va s'appuyer sur une diplomatie qui fonctionne très très bien s'agissant de l'eau, parce qu'effectivement, c'est pas toujours simple de fonctionner avec nos voisins pour diverses raisons, avec des enjeux économiques importants. Je vais rester très politiquement correcte, mais ce sont nos amis et nos voisins suisses. Comme tous les voisins, des fois, on a besoin de se confronter un peu. Mais voilà, c'est une très belle lecture de comment on peut travailler ensemble. Et effectivement, je souhaite que ça puisse faire des petits, notamment avec le Rhin. Et puis, j'avais juste envie de dire un petit mot aussi du partenariat avec l'Agence spatiale européenne du cluster Olémanique-Évian, qui notamment met à disposition des images satellitaires. Alors, il y a un partenariat qui va beaucoup plus loin que ça, et notamment sur le suivi de la fonte des glaciers. Enfin, c'est aussi comment... De Paris, on n'a pas toujours raison, mais qu'on peut prendre un peu de hauteur, justement. C'est toute l'idée de pouvoir voir loin pour faire bien. Et comment on peut se suivre, encore une fois, objectivement, avec des données totalement factuelles, eh bien, ce dérèglement climatique, avec effectivement, et les élus locaux le savent mieux que quiconque, des dérèglements qui vont effectivement du stress hydrique à des précipitations exponentielles, et avec toutes les conséquences qu'il y a derrière, justement, en matière assurantielle. Ça, c'est un vrai sujet. Et puis, un petit mot sur le qualitatif, parce que c'est la question de l'accès à une eau, évidemment, par rapport à la quantité, par rapport à la qualité, la question de la gouvernance et la question du financement aussi, mais juste sur le qualitatif, on sait aujourd'hui que nos maires, nos collectivités vont avoir à affronter un mur d'investissement absolument épouvantable. Si on parle que des PFAS, c'est 1 milliard par an que les PFAS. Ça veut dire il y a toutes les pollutions autres, les PFAS pas encore connues et tous les autres agents. Donc voilà, ça veut dire vraiment il faut qu'on soit ambitieux et il faut qu'on puisse travailler, évidemment, chez nous, mais avec nos collègues suisses, puisque comme tu l'as très bien dit, l'eau n'a pas de frontières. Alors, en un mot, donc... Vraiment, l'idée, c'est de ce partage de connaissances. En tous les cas, nous, sur le terrain, je pense qu'il est urgent, nécessaire de créer encore plus de liens avec nos amis suisses pour pouvoir faire ce partage de connaissances. À ce jour, on ne se connaît pas suffisamment. Ça, c'est sûrement un regret que j'ai.
Il faut qu'on aille encore plus loin et c'est comme ça qu'on va arriver à grandir. Oui, puis nous, on connaît bien les Suisses, en tout cas, puisqu'on travaille avec les opérateurs On de compte sur Genève. vous alors. Hein. Voilà. Oui, mais par contre, on connaît moins ceux qui sont en amont du lac. Et aujourd'hui, le lac faisait un peu tampon, mais je pense qu'il va falloir qu'on Il va commence à falloir que... coopérer avec ceux qui sont en amont. Oui, tout à En tout fait. cas, on entend tous vos enjeux. Je vous remercie pour votre Merci à intervention. vous. Et en tout cas, CNR, nous, on est là pour être un acteur référent sur la ressource en eau et pour apporter notre contribution. Et on a des idées sur des solutions qui vont répondre à ce que vous avez pu dire les uns les autres là. Voilà. Et avant de conclure, je voudrais passer la parole à Emmanuel Legrand, donc le président du conseil de surveillance de la CNR, que je vais laisser conclure cette table ronde. Merci, je vais essayer de conclure brièvement, mais je voulais d'abord vous remercier pour votre engagement, mesdames les députés, madame le maire, monsieur le président, sur ces questions essentielles de l'eau. Et puis surtout, vous assurez aussi de l'engagement de CNR. Il est évidemment bien réel au niveau des équipes et cet événement en est la meilleure preuve. Et le travail d'Éric Divet, de Karen Guémin, évidemment, sont au quotidien sur ces sujets-là. Mais l'engagement va aussi au niveau de la gouvernance de CNR. Et alors, pourquoi parce que pendant des années, si vous voulez, la préoccupation de CNR, qui est dans le métier premier, est de produire de l'électricité, était une préoccupation de court terme sur ces enjeux de l'eau. La question, c'était de savoir s'il allait pleuvoir, si la température allait s'élever, etc. Donc, à quelques semaines, quelques mois. Mais de plus en plus, nous sommes bien conscients que l'enjeu est global, que l'enjeu est un enjeu de long terme. Et donc, j'ai souhaité que le sujet de l'eau soit en haut des priorités de CNR. Et nous avons organisé il y a 2 ans à Annecy un séminaire stratégique du conseil de surveillance. Le jour, alors de façon assez ironique, le jour où pour la première fois de son histoire, la Haute-Savoie était placée en vigilance rouge, vous devez vous en souvenir, pour inondation parce que l'arbre faisait des siennes. Voilà, mais ce sujet de l'eau de façon structurelle, moi je l'exprime en disant que l'eau est la matière première de CNR. Et donc CNR, comme vous le disiez, Monsieur le Président, va de plus en plus travailler et contribuer à essayer d'avoir une vision globale. Vous parliez des données, Madame la députée. Évidemment, c'est un sujet majeur. Et alors, les équipes y travaillent. On ne pourra pas faire d'annonce aujourd'hui, mais j'espère qu'on pourra d'ici quelques semaines annoncer des choses sur ce sujet pour travailler avec vous, avec les collectivités, avec les territoires, sur ce sujet de l'eau. Et évidemment, bien entendu, parce qu'on nous le répète souvent, le robinet du Rhône, il est en haut, là, à la sortie du Léman. Cet accord avec les Suisses au niveau des États et puis la création de ce cluster est évidemment une avancée majeure pour la gestion de l'eau sur l'ensemble du bassin du Rhône. Donc merci encore pour votre engagement.